Bonjour, chers frères et sœurs, africains et congolais ou zaïrois. C'est votre frère Kinkelo Amazulu, encore sur la plateau d'Imana, en collaboration toujours avec les Congo Support Group, Congo Support Group de l'Angleterre. Je vais commencer ici par un nouveau titre que je vais appeler Congo Renaissance ou mort. Je vais commencer ici par avant tout saluer quelqu'un, lire un commentaire plutôt que saluer. Il s'agit d'un pang qui m'a écrit sur la dernière ou au sujet de la dernière émission que j'ai réalisée en écrivant, je lis textuellement. Mouta, tu fais un grand travail. Notre peuple a besoin de changer sa façon de penser. Le plus difficile, et c'est pour ceux qui sont au pays, car il n'est pas facile de réfléchir ou raisonner avec les ventres vides. Je ne vais pas citer le nom de la personne qui a écrit, mais qui il pourrait se reconnaître sur ces mots. Alors, aujourd'hui, je vais proprement en lire dans cette direction-là, qui parle du ventre vide. Comment on ne peut rien faire avec les ventres vides. Alors, je vais commencer par lire une citation que j'ai élaborée hier soir. Il dit ceci: si le pouvoir est du point de vue déontologique l'exercice d'un savoir réservé, parce que le pouvoir est l'exercice d'un savoir réservé, la souveraineté est de même. Le pouvoir n'est pas garanti par les votes, mais par la conscience et la connaissance d'être. Tout comme les contre-pouvoirs s'exercent par l'ignorance pratique d'une contrepartie appelée peuple. Par conséquent, le peuple n'est pas souverain, il ne peut l'être, car il est constitué par la masse, de la masse, et la masse est ignorante par principe psychique. L'individu est la clé, parce que la société civile est une super-entité individuelle, d'où naît l'essence ou la notion de la nation. Quand une nation meurt, c'est l'individu qui meurt aussi. C'est un patrimoine culturel qui disparaît. Un patrimoine culturel réalisé grâce à des milliers de temps, des années de réflexion. Un corps est composé de différentes parties ou organes qui peuvent être le cœur, l'estomac, les yeux, les poumons, ainsi de suite. Chacun de ces organes est un ensemble de sous-systèmes ou sous-organes hautement complexes et qualifiés dans leur composition et fonctionnement. Mais tous ces organes travaillent en synergie pour alimenter l'organe supérieur, l'homme. Un organe peut venir à manquer. Il peut être remplacé de manière naturelle par rééquilibration du mécanisme du fonctionnement physiologique, ou il peut être remplacé manuellement, mécaniquement. Ainsi comme pour la société, elle est aussi composée de différents organes ou organismes, l'individu, la famille, les couples, les clans, la tribu, ainsi de suite, qui travaillent en juxtaposition, en communion pour créer un super-organisme qui est la nation, ou le royaume, ainsi de suite. Ces organes sont indispensables et doivent assurer le fonctionnement du super-organe, la nation, grâce à un fonctionnement synchronisé. Un organe peut tomber malade, peut mourir, peut être remplacé, mais l'équilibre dans le fonctionnement de la société doit être maintenu. Tout comme pour les organes du corps physique,
Quand on tue un organe, le corps peut survivre. Mais quand on tue les corps, les organes sont condamnés à la mort. Tout comme pour une société. Quand une nation meurt, les individus meurent aussi. L'essence de l'individu est garantie par l'appartenance à une société dans laquelle on se reconnaît et assure le fonctionnement psychique de l'homme. Quand cette société disparaît, l'homme aussi disparaît. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et en République démocratique du Congo. La politique Kabila ou le régime Kabila n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a commencé très longtemps dans le processus de la destruction de la nation ou de l'esprit de la nation ou de l'âme noire. Cela commença il y a très bien longtemps. Très bien lointain dans le temps. Kabila, par conséquent, les fils correspondent à ce que nous appelons en thermodynamique psychique l'onde parfaite. C'est la juste position, la juste situation qui a évolué en s'alimentant de la connaissance locale pour créer une arbre de destruction de masse capable, cette fois-ci, de complètement ébranler la société ou la nation noire congolaise. Pour éviter cela, puisque cela est le sujet dont nous allons discuter aujourd'hui, il faut comprendre certains mécanismes. Et nous allons parler du pouvoir. Comme je l'ai dit au début, le pouvoir peut être vu d'une manière déontologique comme l'exercice d'un savoir réservé. Qui a le pouvoir, c'est parce qu'il sait quelque chose que les autres n'ont pas. Et cette connaissance fait que les autres dépendent de lui. Dans une organisation gouvernementale, dans le modèle que nous voyons aujourd'hui en exercice, modèle que nous avons emprunté de l'Occident, il y a des parties dans le jeu. Une partie qui est le gouvernement, qui a des connaissances, des moyens qui sont des connaissances que les peuples ne disposent pas, ce qui fait que les peuples dépendent de ces systèmes. Mais c'est exactement quoi cette connaissance que le gouvernement est en possession et que le peuple ne connaît absolument pas? Cette connaissance, c'est tout simplement que le peuple est souverain. Ça signifie quoi que le peuple est souverain? Le peuple est souverain signifie que le peuple possède le pouvoir. Et ce pouvoir est transféré à un individu durant les élections. Il a les votés, l'élu. L'élu qui est élu vient de Illuminati. Illuminati qui veut dire illuminer. Illuminer, on a affaire avec la lumière. Et la lumière, on illumine avec la lumière. Une pièce est illuminée quand il pénètre la lumière. Et cette lumière signifie connaissance. On parle ici de connaissance. Mais d'une connaissance qui n'a pas les caractéristiques que nous avons toujours cru avoir. Cette connaissance se réfère généralement à la capacité de la manipulation psychique des autres. Le peuple est peuple puisqu'il est ignorant. Le gouvernant est gouvernant parce qu'il gouverne le mental. Pourquoi? Parce qu'il est en possession d'ordre de certaines connaissances. Et c'est de ceci que je vais traiter pour permettre à mes frères et sœurs congolais d'élever leur niveau de conscience comme me l'a demandé mon frère. Je ne suis pas le maître absolu, je ne suis même pas un maître, mais disons que je suis la vôtre d'une partie de votre conscience, qui vous parle pour vous rappeler ce que vous connaissiez déjà, parce que je n'apporte rien de nouveau, je suis une partie de vous. Je suis la voix de votre conscience. Partant de ceci, quel est donc ce pouvoir que le gouvernement gère à l'insu du peuple? C'est la souveraineté du peuple. Le peuple conçoit la souveraineté comme juste un mot. La souveraineté est
plus que ça. La souveraineté donne la légitimité. La légitimité est ce qu'il faut pour pouvoir régner sur un peuple. Les peuples ayant été habitués à léguer, à donner cette légitimité à d'autres, a fini par complètement oublier l'essence, la direction du pouvoir donné par cette légitimité. Et cette capacité, cette possibilité pourra nous permettre de résoudre les problèmes Kabila. Nous devons comprendre que nous fonctionnons dans un monde duel. Qu'est-ce que cela signifie? Que dans ce monde-bas, nous avons un gauche et une droite, un haut, un bas, blanc, noir. Il y a toujours des directions. Pourquoi? Parce que notre cerveau interprète le monde par un exercice de dualité. C'est comprendre cette dualité qui va nous permettre de voir les choses encore plus loin, de comprendre les choses encore plus en profondeur. La souveraineté ou la compréhension de la souveraineté dont aujourd'hui nous faisons allusion correspond d'une certaine manière à les capacités de l'âme que l'individu cède au gouvernement ou au gouvernant, ou certaines fois lui est arraché par force, comme nous avons le cas à la République démocratique du Congo. C'est que les peuples cependant oublient ou a appris à oublier par une forme d'hypnose permanente qui a duré des années pour ne pas dire des siècles. C'est qu'il est souverain, l'essence de la souveraineté même. La souveraineté, les peuples les reconnaissent de deux manières dont j'ai introduit les principes de la dualité. En votant ou d'une certaine manière en refusant de voter. Qu'est-ce qui se passe? Quand dans une petite commune de 10 000 personnes, quand 9 000 vont voter, 9 000 refusent de voter et 1 000 vont voter, le pouvoir est reconnu de toute façon. Parce qu'en allant en gauche ou en allant à droite, on reconnaît la légitimité de ces pouvoirs. Pourquoi cela? Les 9 000 qui n'ont pas voté se demanderont, je n'ai pas voté, je me suis abstenu du vote. Mais on peut participer au vote de deux manières, en votant ou en ne votant pas. Le peuple ne doit pas faire cette démarche. Le peuple doit voter, mais voter pour soi, reconnaître son autonomie. Nous vivons dans un monde malade, dans un monde où nous avons été appris qu'aller à l'école était une chose importante parce que nous préparait à la vie quand nous serons devenus grands. Mais cependant, cela a été une grande tromperie. L'individu a besoin de savoir ce dont il a besoin pour survivre. La première chose. Et toute société a une forme d'école initiatique, en termes, disons en termes littéraires, bien entendu, pas en termes, disons, religieux. C'est-à-dire, chaque enfant dans chaque organisation, dans chaque tribu, est enseigné à prendre soin de lui, à participer à la vie de la communauté, à trouver sa place au sein de la communauté. S'il est pêcheur, il apprend à être pêcheur. Et c'est cela l'éducation. Et ce système a permis la progression de la société humaine, tout comme sa stabilité pendant des siècles et des siècles et des siècles. À un moment donné, on introduit l'école, les enfants sont coupés de leur tradition et sont introduits à une vie complètement différente, où on apprend à devenir technicien. Mais en devenant technicien, on apprend à travailler pour quelqu'un d'autre, mais on n'apprend pas à survivre, à avoir les capacités de survie nécessaires. Parce que l'enfant grandit dans les villages ou dans les systèmes anciens,
peu importe où il se retrouve, sait prendre soin de lui. Il sait comment pêcher, il sait comment chasser, il sait comment trouver la nourriture, il reconnaît ce qui est venimeux ou pas, il sait fabriquer des médicaments nécessaires à la base, des bases pour lui-même. Mais aujourd'hui, quand on a été formé à devenir, je ne sais pas moi, chirurgien, pour dire un des aspects les plus meilleurs de cette société, si aujourd'hui l'électricité partait et que les instruments de la chirurgie ne sont pas disponibles, les chirurgiens ne sauraient plus prendre soin de lui quand même. Tout en étant chirurgien, il n'est pas à mesure de produire du pain ou à faire pousser des maïs ou à fabriquer un vélo. Tout comme même l'ingénieur qui est capable de créer un moteur thermique dans des situations où l'électricité ou les moyens possibles à faire ce travail-là n'est pas disponible, il mourrait de faim. Et je vous mets devant les yeux des gens des sociétés, une société autosuffisante, traditionnelle, où les personnes étaient formées à une école de la tradition, de la culture qui correspond à l'environnement, à l'histoire de ces peuples et à la psychologie de ces peuples, où l'individu était mis au niveau de pouvoir garantir ses propres besoins dans toutes les circonstances possibles. Et de l'autre côté, nous avons un groupe d'individus qui ont été formés à savoir faire qu'une seule chose. Vous réalisez qu'en cas de petits problèmes, la deuxième possibilité, on va assister à une extinction, à une destruction. Et c'est le processus de la déstabilisation que nous avons nous-mêmes glorifié, accepté parmi nous. Et il est important que, aujourd'hui comme aujourd'hui, nous commençons à réaliser l'ampleur de cette situation dans laquelle nous sommes. Alors, continuons. On parlait de la souveraineté. Et je disais que la souveraineté n'est pas garantie par les votes, mais par la conscience d'être. Et ceci se reconnecte à ce que nous avons dit avant. Un peuple est un peuple parce qu'il se reconnaît. Et l'effet de se reconnaître a affaire avec le sens de l'identité. L'identité individuelle. Car l'identité, l'ensemble des identités individuelles crée ce que nous appelons l'identité collective. Dans la collectivité, la chose la plus importante est l'identité individuelle. Chaque personne vaut comme tout le monde. Disons, a une valeur intrinsèque. Sa vie a une certaine valeur. Chose que dans la société comme nous la connaissons aujourd'hui n'est pas. Dans la société comme nous la connaissons aujourd'hui, l'individu vaut en conséquence ou en rapport avec l'argent qu'il possède. Or, l'argent correspond à des morceaux de papier. Ce sont des morceaux de papier. Et ici, j'arrive à la question de la survie. Complexe. Mon pangui me dit que le plus difficile pour ceux qui sont dans les pays, c'est pas facile de réfléchir ou de raisonner avec les ventres vides. Et moi, je dirais, ce n'est pas seulement une question de réfléchir avec les ventres vides, mais en ayant un niveau de conscience très peu élevé, réfléchir est complètement impossible. Pourquoi? Parce qu'on sait la souveraineté. C'est aussi simple que cela. C'est comme quand vous devez prendre un contrat avec le diable, il ne suffit qu'une toute petite signature. Et les peuples, en reconnaissant l'autorité d'un gouvernement ou en luttant contre cette autorité, signent les contrats avec les diables. Et à partir de ce moment-là, toute sa vie dépend de ces diables. Et ces diables, nous connaissons, les diables, les malins font toujours de très vilains jeux. Le peuple, aujourd'hui, doit se reprendre sa souveraineté. Et cela s'est fait de deux manières. Dans un premier lieu, en ne votant pas, et
dans un second lieu, en ne reconnaissant pas tout en ne combattant pas cette autorité qui se veut être combattu pour être reconnu. Un politicien du même calibre italien, Berlusconi, disait que il n'est pas important que vous parliez, il n'est pas important, disons, tout ce qui est important est que vous parliez de moi, peu importe si c'est dans le bien que dans le mal. L'important est que dans votre esprit, je sois limité des mesures. La même chose vaut pour Kabila. Pour Kabila, que vous l'acceptiez ou pas, n'est pas un problème. Son point est que son travail consiste à ce qu'il occupe votre esprit à tout moment. Vous ne parliez que de lui. Que vous l'insultez ou que vous le louez, vous faites la même chose. Parce que du point de vue de la thermodynamique, votre attention est complètement concentrée vers cette idée Kabila. Et c'est ça son travail. Comme les antiques divinités, pour les dépasser, pour s'en libérer, il ne fallait pas les combattre. Il fallait tout simplement les oublier. Ainsi donc, de ma part, le problème Kabila peut être très bien affronté dans la mesure où le peuple décide de se reprendre sa souveraineté. Qu'est-ce que ça signifie se reprendre sa souveraineté? Ça signifie reprendre son pouvoir et décider pour soi. Le peuple doit pouvoir garantir les besoins fondamentaux à la survie, qui correspond aussi à une élévation de conscience. Déjà, cette prise de réalisation, cette prise de conscience correspond à un certain niveau d'élévation de conscience. Et puis, il faut organiser la vie non plus sociale, mais communautaire. Les sociales réfèrent la société. Et la société réfère les gouvernements, le peu qui gouverne sur les esprits des autres. Mais il faut parler en termes de collectivité, c'est-à-dire en termes de communauté. Le peuple a besoin de pouvoir garantir ses besoins fondamentaux, surtout dans un territoire comme l'Afrique, comme le Congo. Aujourd'hui, l'économie congolaise, la vie congolaise dépend pratiquement à autre 95% des importations. Des importations. Cela signifie que le niveau de conscience africain-congolais est aussi bas qu'on n'est même plus en mesure de produire de l'huile dans un territoire où les palmiers ne finissent pas de grandir. C'est ça le vrai problème. La reprise de sa propre souveraineté. Être souverain signifie être responsable. Être responsable signifie organiser les ressources disponibles pour garantir les besoins fondamentaux. Avoir un abri, avoir de quoi manger, avoir des vêtements avec quoi se couvrir, et après, une fois que les problèmes des ventres ont été résolus, organiser une recherche scientifique, moderniser ou révolutionner son modèle de vie en utilisant les instruments ou, disons, les matériels disponibles sur les propres territoires. Pas en exportant, ou disons, pas en important. Cela constitue une faiblesse pour une nation. Pas un point fort. Ceci est un point très important à comprendre. Les paroles ne servent à rien. Les gens, nos parents ou nos grands-parents ont combattu Mobutu pendant toute leur vie, sans jamais réaliser que Mobutu était là pour être combattu. Pendant ce temps, le système financier international était en train de détruire les pays. Mais l'objectif, ce n'était pas de détruire les pays. C'était l'essence de la nation. Mais je ne parle pas de la nation sur papier. Je parle de la nation en tant que sens d'appartenance. Communauté animique qui est aujourd'hui mise en danger par le deuxième Joseph et le dernier Joseph, Kabila.
Aujourd'hui à Kinshasa, les gens ne se fient plus, les Congolais n'ont plus confiance les uns des autres, mais ce n'est pas seulement à Kinshasa, mais c'est un peu partout. Dans le monde où les Congolais habitent, il y a complète méfiance les uns des autres. Cette complète méfiance les uns des autres correspond à ce que j'appelle une désassociation des parties en jeu. Et ceci porte du point de vue psychique à une forme de mort, car la mort n'est seulement pas celui que vous connaissez, c'est-à-dire du corps physique. On peut mourir de différentes manières. Et la désassociation de la société, du moment où la synchronisation entre les différentes âmes composant une société n'est plus, la société est morte. Et comme l'individu ne peut survivre, ne peut vivre que dans une communauté, dans une nation, dans une société, alors il meurt aussi. Cependant, ici, je veux que l'on distingue des choses, bien que je les prononce en même temps, je le dis en même temps. Il y a une différence entre société et communauté. La société réfère à une forme d'organisation sociétaire. Qui dit société, qui dit gouvernement. Et dans le gouvernement, on a les petits nombres qui règnent sur les grands nombres. Telles sont les choses. Dans la communauté, il y a une forme de cohabitation. Il y a une forme de communion qui n'existait pas dans la société civile. C'est ainsi que dans la société civile, nous avons besoin d'institutions comme l'armée, qui est oppresseuse. Chose que nous n'avons pas besoin dans une communauté. Ceci dit, continuons toujours à aller vers les fonds. L'individu ne peut se détacher de la société, car cela entraîne sa mort intérieure, qui n'est qu'un pas vers la mort définitive. Tout comme la désagrégation de la société en tant que communauté porte à une fin. Qu'est-ce que nous avons connu? Nous avons connu une transformation de la communauté en société pour en assurer la mort. Donc pour retourner dans le fait que la destruction que nous voyons aujourd'hui est un résultat d'un travail commencé il y a très longtemps, auquel nous avons été coupés grâce au défaut de connaissance. Nous avons été donnés une connaissance qui en réalité est ce que j'appelle de la contre-connaissance, une connaissance qui ne sert à rien. Une connaissance qui bloque les esprits dans un espace-temps pour lequel ils deviennent prisonniers. Ils ne savent plus s'en sortir. Ceci était dans le but d'arriver au point où nous en sommes aujourd'hui. Il y a une émergence au niveau soit macroscopique ou au niveau microscopique, mais parlons de ce que nous pouvons, que tout le monde arrive à peu comprendre. Et pour ceux qui sont les discours qui se rattachent au macrocosme, nous avons des sièges bien désignés pour pouvoir développer ce genre de discussions. La situation au Congo, nous pouvons aussi la revoir en Guyane. Des révoltes en Guyane contre l'organisation française de ces pays aussi se font prononcer. Mais ce n'est pas seulement le Congo et la Guyane. On a la Côte d'Ivoire, on a toute l'Afrique. Ou je dirais, on a tout le monde noir. Mais pour ne pas dire que le monde blanc est dans une des meilleures des situations, c'est l'humanité qu'aujourd'hui qui se retrouve en difficulté, mais focalisons-nous sur ce qui nous appartient ou comment nous nous interprétons. Le monde noir. Il est aujourd'hui un impératif de réaliser que la lutte extérieure, exténuante, ne porte à aucun résultat. Nous l'avons fait. Regardez, dit-on de Lumumba aujourd'hui, qu'avons-nous obtenu? Rien du tout. Combien des années de lutte se sont-ils passées? Je dirais encore loin, partons du temps de Shaka Zulu jusqu'à aujourd'hui. Qu'avons-nous obtenu en termes de liberté, de réalisation? Très peu. Trop peu. Et donc, nous devons nous rendre compte que les modalités de lutte que nous avons mis en œuvre n'ont pas été les bonnes.
Aujourd'hui, une réflexion profonde s'impose. Et nous devons dessiner un monde différent. Et ici, rentrons toujours, j'aimerais faire, disons, un saut en arrière quand je parle de la dualité. Et je vais pénétrer les mondes de la psychologie ou de la psychanalyse. En donnant un exemple très simple. Quand une personne se sent grosse et il veut maigrir, la seule manière qu'il peut le faire, c'est lui de se projeter mentalement comme une personne maigre. Car aussi longtemps qu'il va continuer à se voir, à se répéter dans sa tête que je suis grosse, il ne va pas maigrir. Alors, la psychanalyse ou la psychanalyse médicale donne des comprimés à prendre, qui sont des drogues qui d'une certaine manière soulagent les douleurs intérieures ou les chagrins, en diversifiant notre attention. Mais le vrai travail que les comprimés font, c'est celui de te persuader qu'ils ont le pouvoir de te transformer. Une fois que tu as été convaincu, pendant que tu as pris des comprimés pendant un certain nombre de temps, tu commences à maigrir. Mais ce ne sont pas les comprimés qui t'ont fait maigrir. C'est le fait qu'en toi maintenant, il y ait un raisonnement. Que tu es en train de maigrir, que tu dois avoir maigri après avoir ingéré ces comprimés pendant 15-20 jours. Aujourd'hui donc, comme c'est pourquoi je disais, la seule manière de se débarrasser des Kabila et de renouveler l'Afrique, ou disons, de nous diriger vers la renaissance de l'Afrique, et c'est celui de projeter une Afrique différente dans nos têtes. Ainsi donc, notre énergie subconsciente va alimenter ces modèles-là. Mais aussi longtemps que nous continuerons à regarder des télévisions qui nous disent que l'Afrique est la partie plus pauvre du monde, aussi longtemps que nous continuerons à regarder à suivre des politiciens que nous connaissons déjà être des fanatiques malades et traîtres, aussi longtemps que nous continuerons à suivre des pasteurs et hommes religieux qui ne sont là, nous les savions déjà, pour se jouer de notre ignorance, et bien c'est ce modèle-là qui nous auront pour toujours, qui va se répéter parce qu'elle correspond à notre niveau de conscience. Le changement est quelque chose de beaucoup plus important. Il faut créer un modèle et le projeter, l'alimenter de notre énergie consciente, et s'il va se créer. Bien entendu, c'est un des aspects de la solution, et je n'ai pas l'audace de parler de solutions définitives, mais c'est une direction assez importante à prendre. Pour le peuple, les gens de tous les jours, il est important que dans chaque communauté commencent à naître des figures d'encadreurs, non plus monopolisées vers la recherche des propres moyens, la recherche de la grandeur pour pouvoir démontrer aux autres, mais plutôt des leaders positifs, des leaders communautaires, et non plus des leaders sociaux, politiques ou religieux. Les leaders religieux défendent la religion. Les leaders politiques défendent la politique meurtrière. Les leaders sociaux défendent l'idée de société qui se reconnecte au gouvernement et à la politique, et donc au monde de la finance. Nous avons besoin de figures, de leaders communautaires, les gens qui pensent à la communauté, les gens qui organisent à la communauté comme nous l'avons connu dans le passé. Cette connaissance antique que nous nous sommes débarrassés, cette connaissance que nous avons été convaincus être inutile, c'est bien à cela que nous devons retourner si nous voulons nous en sortir. Autrement, c'est fini. Comme je disais, Congo, la renaissance ou la mort. La renaissance est une forme de retour à l'authenticité, mais pas à l'authenticité en tant que mot, à l'authenticité en tant qu'individu. Le retour à l'authenticité souligne aussi le retour à une forme de créativité. La créativité pour laquelle nos ancêtres se sont distingués et leur ont permis d'arriver à l'organisation des grands empires comme le royaume Congo et d'autres encore.
Cette forme de créativité qui a été complètement perdue, car aujourd'hui, on se replie au consumisme, au prêt-à-porter, au prêt-à-manger. C'est prêt, détruit tout instinct créatif. On a besoin des leaders communautaires, des gens qui pensent en termes de société, en termes de communauté et en termes générationnels. Il est aujourd'hui difficile, très difficile, je dirais même trop difficile, de trouver dans le monde noir une forme de richesse qui est passée de génération en génération. Il n'y a pas de société en Afrique ou des grandes situations économiques qui ont survécu depuis 1800. Il n'y en a pas. Mais quand vous allez partout dans le monde occidental, vous trouvez les réalités économiques qui sont là depuis 1887, 1887, 1800. Alors, dans le monde noir, toute richesse acquise par une génération se consomme et s'annule avant la mort de cette génération. Tous nos grands-parents qui avaient eu l'argent ont eu l'argent le temps de leur vie. À leur mort, ils ont perdu une grande partie de cette richesse. Et la prochaine génération, peu sont ceux de la prochaine génération qui ont hérité quelque chose et qui ont su pouvoir développer cela. Je dis cela pourquoi? Parce que en 1900, dans les années 1900, peut-être 40, 50, 60, il y avait des richesses, mais ces richesses ont été complètement consommées par les générations qui sont nées pendant les années 60. Arrivé dans les années 90, il n'y en avait plus rien. Pourquoi c'est là? C'est un effet, j'appelle ça un contre-effet de la contre-connaissance, qui fait que cette richesse, en réalité, je vous rappelle, principe de la thermodynamique, dans cet univers, rien ne se crée et rien ne se perd. Tout se transforme ou tout se transfère. Où est la richesse de ces grandes familles que nous avions connues, par exemple au Congo, dans le Bas-Zaïre, ces grands hommes d'affaires de l'époque? Ces richesses n'ont pas disparu. Ils ont été transférés de l'Afrique en Europe. À chaque commerçant, grand commerçant qui mourait en Afrique, à chaque entreprise qui faisait faillite en Afrique, une nouvelle entreprise en Europe naissait. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les enfants sont allés à l'école apprendre les techniques qui sont utiles à transférer exactement cette richesse de l'Afrique en Europe. Et nous avons continué jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous regardons aujourd'hui en Afrique, il n'y a même plus à manger. Pourquoi? Parce que les ressources ont été transférées ailleurs. Par qui? Nous-mêmes. Nous n'avons pas seulement transféré les ressources, nous nous sommes aussi transféré les ressources pour aller continuer à travailler pour les personnes qui vont consommer ces ressources. Et ça, c'est ce que j'appelle de la contre-connaissance. La contre-connaissance, c'est comme un palliatif, c'est comme une drogue. Quelque chose qui te fait sembler que tu es bien pendant que tu ne l'es pas. Et c'est dans cette direction que nous devons continuer à chercher. Reprendre la souveraineté. Et pour cela, chers frères et sœurs, avant qu'il ne soit trop tard, et je répète ici, avant qu'il ne soit bien trop tard, nous devons reprendre le contrôle du territoire. Ici, je ne parle pas seulement aux Congolais, je parle aux Gabonais, je parle aux Maliens, je parle aux Zoulous, dont je suis ici, je parle des Bamileke, je parle des Soninké. Le peuple doit occuper les territoires. Parce que pendant que nous sommes distraits à lire les journaux et à étudier des livres, des contrats sont en train de se faire signer entre nos soi-disant politiciens et gouverneurs et les entreprises,
les corporations, les multinationales européennes qui sont en train de s'acheter les terres. Et chers frères et sœurs, si nous continuons à dormir, nous nous retrouverons demain comme les aborigènes de l'Australie et comme les Indiens des États-Unis, sans terre. Sans terre. Ce n'est pas seulement le cas des aborigènes de l'Australie, mais aussi en Afrique du Sud. Les Noirs de l'Afrique du Sud ont perdu, ils n'ont plus de terre. Ils n'en ont pas. Alors, nous devons, cette phrase est répétée beaucoup de fois, nous devons ouvrir les yeux, mais vers quoi? Pour regarder quoi? Je dis ici, nous devons ouvrir les yeux, chers Congolais, chers Africains, pour regarder notre territoire, la terre de nos ancêtres, cette terre dont nous appelons l'Afrique, c'est elle qui est en danger. Parce que c'est elle qu'on veut prendre. Et toutes les choses que nous avons autour de nous, y compris politiciens, religieux, sont de la mascarade, de la mise en scène. La souveraineté, pour être souverain, il faut avoir une terre. Et quand la terre n'est plus, la souveraineté cesse de l'être. Il est important, sinon déterminant, si nous ne voulons pas disparaître sur cette surface de terre, de bien comprendre cela. Parce que si nous ne comprenons pas ces points sensibles, que les Noirs aient existé dans le monde deviendra dans peut-être 100 ans un mythe. Comme quand on parle des géants, ça a été un mythe. Les géants existaient, on n'y croyait pas. Bon, maintenant, on a des preuves parce qu'on a les os retrouvés des géants. Donc, d'une certaine manière, ils ont existé. Mais jusqu'il y a 40 ans, c'était un mythe. Mais ces gens avaient existé. Et si nous continuons de la sorte, l'existence des Noirs va devenir un mythe un jour. Qu'il y avait des gens qui étaient noirs, ça va devenir un mythe. Et pour que cela arrive, il faut qu'on nous prenne la terre. Et pour qu'on nous prenne la terre, beaucoup de systèmes ont été utilisés. La première, c'est l'immigration forcée du point de vue économique et politique. Des réfugiés économiques et réfugiés sociaux. Les fils qui sont allés étudier à l'étranger avec l'excuse d'aller apprendre à devenir meilleurs pour développer leur terre, les 99% d'eux n'ont pas pu rentrer. Ils sont restés ailleurs, dans une forme de prison. Ceux qui sont restés sur le territoire se réunissent à la fin. Au point où, comme on disait mon frère ici, les ventres vides ne résonnent pas. Je dirais, le ventre vide ne sait plus qu'il a une terre. Il perd sa notion d'être. Et donc, c'est comme si il n'existait pas. Mais le problème des ventres vides en Afrique, c'est au Congo, peut se résoudre très facilement en créant une société faite des élites communautaires. La terre est fertile. Les rivières sont pleines de poissons. Les mains sont présents. Il s'agit aujourd'hui de suspendre toute forme d'éducation qui ne profite pas de manière directe à la nation. Ça sert à quoi de former des ingénieurs aérospatiaux? On a besoin de menuisiers. Ça sert à quoi de former des économistes? Quand on a besoin des choses plus directes. On a besoin des agriculteurs. On a besoin des menuisiers, des charpentiers. Et on a besoin des gens qui sont capables de réformer les savoirs traditionnels et de l'évoluer pour permettre une adaptation moderne et surtout la capacité d'une production dans le sens de garantir les besoins d'une société africaine moderne, pas vouée vers le consumisme, mais vers l'auto-substance, c'est-à-dire je voulais dire ici, l'autosuffisance.
C'est ici la voie. À Kinshasa, on a observé une ville morte, pas de production, rien de cela. Mais cela ne cause pas de tort à l'autorité soi-disant civile. Kabila, ça ne lui cause aucun tort. Il est soutenu, maintenu au pouvoir par les réseaux nazis. Donc, ma sœur Yaya Colombe m'a envoyé certaines fois hier soir. Oui, ils ont toutes les ressources possibles. C'est-à-dire, nous jouons dans un jeu pour lequel nous pensons pouvoir mettre Kabila aux cordes, Kabila et son gouvernement aux cordes. Mais le problème ici, il faut réaliser que c'est là, mettre l'autre aux cordes dépend. Si Kabila, nous essayons de mettre Kabila aux cordes, c'est parce que lui aussi essaie de nous mettre aux cordes. Alors, qui gagne léger? Gagne léger, c'est lui qui a les plus grands niveaux de ressources. Et Kabila, appartenant au réseau nazi international, on en a jusqu'à l'infini. Le peuple, c'est celui qui n'a pas les niveaux de ressources jusqu'à l'infini parce qu'après-demain, il va commencer à mourir de faim. Il va tomber malade. Il n'a pas d'agriculture. Ici, on doit se faire beaucoup plus intelligent. Et réaliser que la direction à prendre, c'est celui de l'autosuffisance. Bafouer complètement l'autorité gouvernementale puisqu'il n'est pas reconnu. Déclarer toute force militaire ou policière comme une force de brigands et dans la mesure du possible prendre des mesures pour pouvoir s'y défendre. C'est-à-dire, si l'armée de Kabila ou sa police est juste pour les surveiller, bon, c'est bon. Mais quand il est là pour réprimer la population, il est important parce que les images que nous voyons, l'armée réprime la population. Mais la population peut faire de même en serrant les coups. Écoutez, combien de personnes est-il, combien, je voulais dire, de combien de personnes est-il fourni l'armée Kabila? 50 000, 60 000. La population congolaise, de combien de jeunes regorge-t-il? Des millions. Des millions. Le problème est que la résistance n'est pas organisée. Des jeunes qui courent à la rue avec des armes, avec des pierres pour attaquer un groupe de policiers organisés. Vous avez une situation dans laquelle vous avez d'un côté l'armée ou la police dotée de certaines substances organisatives, il reste impact, et un peuple qui jette des cailloux à gauche à droite et à peine la police fait un pas en avant, tout le monde s'éparpille. C'est-à-dire quoi? Il y a la substance, il y a l'énergie, il y a la matière première, la jeunesse, les gens capables de résister. Mais de l'autre côté, il manque l'organisation. Résister à l'armée Kabila n'est pas un problème, mais il faut savoir s'organiser. Il faut organiser une résistance populaire qui ne soit pas sauvage, mais qui soit là pour défendre les intérêts de la communauté contre les abus. Comme les Black Panthers aux États-Unis, qui ont pu défendre les intérêts. C'est vers cette forme d'organisation qu'il faut aller. Vous avez besoin il y a des répressions, disons, ciblées personnelles, mais vous pouvez toujours mettre disons, on peut cacher sa figure en faisant partie d'une fraction, d'une force communautaire pour se défendre. Le peuple a tous les instruments possibles. Les armes non conventionnelles peuvent s'organiser, les armes rudimentaires. L'Afrique, le Congo est plein de maîtres des arts martiaux qui peuvent s'organiser de communauté à communauté. Mais ici, on a besoin de leaders communautaires qui peuvent organiser les ressources et permettre la survie de la population. Car comme j'ai dit, le Congo, renaissance ou la mort. Si nous voulons nous renaître, nous devons passer à l'acte. Parce que si nous ne passons pas à l'acte, alors la mort est prochaine. Et c'est avec ces mots que je vous laisse, en espérant vous avoir, plu ou convaincu, ou j'espère du moins vous avoir incité à vous poser des questions. Comme toujours, pour me contacter, vous me trouvez m'écrire sur la chaîne YouTube Kinkela Amazulu. Vous avez aussi le journal du mouvement MANA, mouvement anti-nazi africain,
www.kinkelawamazulu.com. Vous pouvez aussi me contacter à travers ma page Facebook. Chers frères du Congo Zaïre et de l'Afrique, le moment est venu de changer notre situation. Nous pouvons le faire qu'en changeant notre niveau de conscience, en changeant nos prérogatives, en changeant nos attitudes. Parce que, suivant les prérogatives que nous sommes en train de suivre maintenant, avec l'attitude que nous avons maintenant, nous sommes les prochains sur la voie de l'instruction. Je vous remercie.